Après des semaines de travail acharné, leur premier produit était enfin sorti. Bien qu'il eût été un franc succès, nos héros ne pouvaient se reposer sur leurs lauriers. Les murs de leur colocation se faisaient trop étroits pour leurs ambitions. Leur prochain projet se devait d'être plus audacieux que jamais. Voici l'histoire de leur aventure. On the trail that leads to Mexico, and this time I knew I heard a voice so sweet and strange, a voice that came from everywhere, a voice that called my name. Récemment, on s'est beaucoup intéressé à la blockchain. C'est une technologie qui permet de stocker des informations dans un registre qui est distribué partout à travers le monde et donc qui est incensurable et infalsifiable. À la base, c'est surtout utilisé par les crypto-monnaies pour garder en mémoire qui en a combien. Et comme il n'y a pas d'autorité centrale, comme les banques centrales pour les monnaies traditionnelles, en fait personne ne peut tricher et imprimer de l'argent. Mais plutôt que de l'utiliser comme ça, on a eu une autre idée. Pourquoi ne pas simplement faire un mur où n'importe qui pourrait écrire ce qu'il veut et ça resterait gravé dessus éternellement? Ça apporterait plusieurs choses qui n'existent pas vraiment encore. Déjà, ce serait un espace de liberté d'expression absolue, puisque, comme il n'y a aucune autorité centrale, personne ne pourrait censurer rien de ce qui est envoyé. Et n'importe qui pourrait envoyer un dessin de manière totalement anonyme. La liberté d'expression, aujourd'hui, ça nous tient beaucoup à cœur parce qu'on voit ce qui est en train de se passer sur les plus gros réseaux sociaux, où ils parlent de liberté d'expression que quand ça les arrange. Et du coup, l'idée, c'est que ça pourrait être une sorte de mémoire d'Internet. Un endroit où n'importe qui peut représenter sa communauté, faire une œuvre d'art ou écrire quelque chose librement, et que ça reste sans que personne ne puisse jamais l'effacer. Mais du coup, l'idée, c'est que ce soit payant, déjà parce qu'on va beaucoup travailler, et ensuite parce que, par définition, si c'est gratuit, n'importe qui peut mettre n'importe quoi et prendre tout l'espace du mur, et ça perd tout son intérêt. Il a envoyé la transaction, ça y est, c'est en train d'être gravé dans l'histoire, dans l'éternité. Ça va rester à vie, personne ne pourra jamais le supprimer. Cette œuvre d'art que Guillaume nous a fait. Sur ce site qui peut afficher certaines choses qui sont écrites dans la blockchain, il apparaît maintenant ici. Et je me demande si vous ne venez pas décrire un peu l'histoire là. Maintenant, on savait qu'au fond, c'était pas une idée si élaborée, donc il devait déjà y avoir des gens qui avaient eu des idées similaires. Mais quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que il n'y avait pas grand-chose. Dans la même veine, il y avait un site qui s'appelle Proof of Love. En fait, c'est un site qui est fait pour laisser une preuve d'amour sur la blockchain. On envoie une transaction avec 2 noms, et puis ça la grave éternellement. Mais le truc, c'est que l'interface, elle est vraiment pas bien, elle affiche même pas les noms qui ont été gravés d'ailleurs, et du coup, en vrai, ça donne pas envie d'écrire. Voilà ce que j'ai marqué sur mon bloc-notes le jour où on a eu l'idée. Eternal, page avec phrase ou dessin, inscrit éternellement sur la blockchain Ethereum. Comme Proof of Love, mais page d'accueil simple, il faut voir tous les messages qui défilent, faire quelque chose de très visuel. Alors, on a fait un cahier des charges. D'abord, il faut qu'on fasse une page d'accueil où on voit directement le mur et tous les dessins que les gens ont fait. Il faut qu'ils viennent directement de la blockchain sans intermédiaire, pour qu'une fois qu'on lance le projet, ce soit impossible de l'arrêter. Donc il ne peut pas y avoir de serveur comme il y a d'habitude pour un site web. Parce que si nous, un jour, on décidait de l'arrêter, ou alors si un gouvernement voulait le shutdown, ce serait possible. Ensuite, il faut qu'on puisse dessiner facilement, que ce soit vraiment clair et intuitif. Il faut aussi que ce soit clair que c'est pas possible de dessiner sur les dessins des autres. Et puis, il faut que n'importe qui puisse, en un clic, envoyer un dessin à la blockchain et le graver dedans pour l'éternité. Mais en réfléchissant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait plein d'autres choses à gérer. Déjà, on peut pas faire un espace infini, sinon n'importe qui pourrait descendre et écrire des choses tout en bas, et du coup on perdrait le côté fresque, le côté progression, et on pourrait pas revenir en arrière pour voir ce qui se passait à une époque précise. Du coup on a décidé de limiter la taille, mais qu'à chaque fois que quelqu'un met un dessin, ça débloque un petit peu d'espace en bas. Et si on arrive à bien ajuster ça, il y aura toujours juste assez de place pour dessiner quelque chose. Ensuite il faut que ce soit sécurisé. En fait on va écrire un smart contract, c'est du code qui s'exécute sur la blockchain, et ce contrat c'est pas possible de le modifier une fois qu'il est déployé, donc il faut être absolument sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Si plus tard quelqu'un trouvait une attaque qui lui permettait par exemple de dessiner sur les dessins des autres, là on pourrait rien faire, il faudrait tout recommencer de zéro. Ensuite, on va être sur la blockchain Ethereum. C'est la plus grosse blockchain qui permet les smart contracts. Mais du coup, comme toute blockchain, pour pouvoir envoyer des transactions dessus ou alors déployer des contrats, il faut payer une petite taxe aux mineurs. Et sur Ethereum, cette taxe, elle est connue pour être typiquement assez haute. Donc si on veut pas que ça coûte 100 € d'envoyer un petit dessin, il va falloir qu'on optimise chaque détail, qu'on compresse les images à fond sans perdre une seule information pour que la personne qui envoie le dessin paye le moins possible. Et en plus de ça, il faut que l'expérience utilisateur soit fluide et aussi qu'il y ait un univers graphique fort pour que quand on arrive, on se dise waouh. Là, j'arrive vraiment sur quelque chose. Et évidemment, il faut que ça marche aussi bien sur ordi que sur portable. Donc voilà les 4 plus grands défis. Affichage, smart contract, optimisation, univers. Visons genre 1 mois. Un mois? Tu vois, comme juste pop-up achat, c'est bête, hein. Ça va prendre 3 jours. Dans ma tête, je vois comment ça marche en 1 mois, 1 semaine. Ouais. Sauf que ça implique un facteur KO très sympathique au vu du nombre de trucs qu'il y a écrit sur cet écran. On sera à 3 semaines, on sera un peu en retard. Toi, je sais que tu vas péter un câble. Ouais. Tu vois le problème psychologique. Donc ça, je pense qu'il faut tout de suite l'aborder. L'aborder, genre je vais direct voir un psy et tout, je prends un abonnement. Avant toute chose, il fallait commencer par faire le prototype. Quoi? T'en sais à 2 jours, t'es malade? Attends, c'est une blague. Moi, si je devais donner ma vraie estimation pour que tout marche, ce serait autour de 1 semaine et demie. Ça là. Mais attends, c'est pas compliqué ça?
Non, fais pas ce coup-là, fais pas ce coup-là. Fais pas ce coup-là. Faut pas s'engager. Non, moi je m'engage. Je pense que 3 jours c'est faisable. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu crois que je vais dire 4 jours? Tu crois que je suis ce genre de personne? Très bien, monsieur Taverny. Mais en vrai, au bout de 2 jours, on n'était pas très avancé. On peut faire des dessins dans un éditeur, on le place sur ce magnifique mur, c'est placé et ça bug. Il faut qu'on fasse une grille sur laquelle on peut dessiner fluidement. Pour ça, on a commencé par reprendre une librairie qui était assez stylée. On était en train de faire ça, c'est-à-dire bouger notre souhait sur une démo déjà faite. C'est ça programmé. Voilà. Oh, c'est pas vous qui allez me faire ça. On s'inspire. Mais il n'y avait pas de barre d'outils, du coup il a fallu qu'on crée nos propres pinceaux. Donc là, nous en sommes à faire en sorte que quand on sélectionne un pixel, il soit au bon endroit. On l'appelle. Vas-y, change une couleur. Waouh. Et on a même fait une fonction move qui permettait de bouger un dessin. D'ailleurs, dans Move, la forme, mais du coup, ça la dessine en boucle parce qu'on n'a pas encore le delete. Ah d'accord. Mais ça marche. Bon, ça, on va régler. Mais Tout ça, ça nous a pris quelques jours et on a dû régler pas mal de bugs, dont certains assez bizarres. Donc là, en fait, on est en train de dessiner cette image, on est en train de la charger ici, et c'est en cours de chargement. C'est en cours de chargement ou juste Là, c'est en cours de vous chargement. avez pas codé le truc bien et du coup ça charge... Et ça fait partie du chargement. Mais on voit déjà un petit lien de parenté. Mais au final, on s'est vite dit bon, on dirait qu'on commence à être bon pour la grille de pixels. Maintenant, t'as ça. Ah ouais, c'est Ça, vraiment. c'est vraiment sympa. Ah. Maintenant, t'as ça. Qui est vraiment puissant. Et en fait, maintenant, le clic droit, quel que soit l'outil que tu prends, il te le. Ouais, c'est vraiment bien. Mais en fait, on avait oublié de faire tester l'expérience utilisateur à quelqu'un d'autre. Ah, c'est vraiment pas ouf. Je veux dire en termes de... L'expérience de dessin? Ouais. Genre, je lui dis de mettre une couleur là, en fait il me la met à côté. Ah ouais Ensuite j'essaie de Merde, ça, l'effacer c'est pas et prévu. je mets une demi-heure pour changer les deux trucs. En fait, on avait rajouté une barre d'outils qu'on avait trouvée dans une autre librairie et on avait commencé à lier chaque bouton à une fonction, sauf qu'il y avait certains boutons qui avaient les mauvaises icônes, d'autres qui faisaient rien, et puis la barre d'outils elle sautait à chaque fois qu'on voulait l'utiliser. Et c'est encore pire quand tu l'ouvres et que tu vas chercher des trucs comme ça, le truc se casse. En fait, il y a des bugs comme ça à l'appel. Vraiment à l'appel. Ouais, à la pelle, la grosse pélasse. Tu vois les petites balles pour se déstresser, c'est un peu le même concept, sauf que c'est un cube imprimé en 3D, et sur chaque face, il y a un switch de clavier mécanique. Bon, j'ai ramené un cadeau pour vous. Ça s'appelle ça. J'ai commandé genre 11 types de switches différents, 10 de chaque, et quand je les recevrai, je les ramènerai et vous pourrez choisir que des switches différents. Ok, c'est satisfaisant, j'ai envie de commander l'équipement juste pour ça. J'ai ramené dans ce sac des prototypes. Oh putain, maintenant il y en a plein. J'ai ramené différentes formes, plus rondes, plus edgy, comme on dit. Hein. Celles-là, elles sont vraiment bien. C'est vraiment minimaliste et Ouais, vraiment c'est ça. méga satisfaisant. C'est minimaliste. À ce moment-là, on s'est dit ok, on a encore tous ces problèmes d'affichage, mais on dirait qu'on pourra les résoudre plus tard. Il faut tout de suite qu'on s'attaque au plus dur, le smart contract. Pour l'instant, tout ce qu'on voulait, c'était de faire un contrat assez simple qui peut prendre une image en entrée et qui va la stocker. Puis quand on lui envoie une requête, il renvoie toutes les images qui ont été stockées depuis le début pour qu'on puisse les afficher sur la page. on va le faire aujourd'hui, ça. Et on en a pour 5 minutes, ce truc. Mais tout prend 5 minutes, mais tu vois bien que ça fait 2 heures qu'on y est. Tout est Ouais, simple. pareil, faut aller sur Il OneLine. est 2 heures du matin. Mais ça fait déjà 1 heure qu'on dit ça. Oui, mais là, c'est réel, tu vois. T'imagines que genre les images vont charger de la blockchain vers le front. Genre le truc, on pourra dessiner. Ils chargeront aussi bien demain à 10h, tu sais. Moi, je trouve que demain à 10h, elles auront un peu plus de mal à charger. Le premier prototype, il a été assez facile à faire pour Nicolas parce qu'il a déjà travaillé sur des projets similaires et il connaît déjà bien le langage qui est utilisé pour écrire les contrats, le Solidity. Mais la difficulté est venue au moment de connecter le contrat à notre grille d'affichage. Tu vois, il y a un tableau avec tous les pixels. Et en fait, on arrive à afficher le tableau où tu les vois tous dans la console. Mais pour accéder à un, ça met undefined. Contract name is not a function. Bah si. Attends, Ah bah c'est bon, voilà. je vais juste. Essaye de les enlever, ouais. Et ça marche. Donc là, on a réussi à appeler sur le contrat un truc. Les images que vous voyez devant vous sont chargées depuis la blockchain. On avait dit que c'était 5 minutes, on a dû faire 8 heures. 8 heures. Non, ça marche. Ouais, ça marche. Et en plus, il est 16h50 comme prévu. Et là c'est sous vos yeux ébahis. Je refais un dessin de plus Combien de pourcents? à 8000%. Je l'enregistre dans la blockchain, je l'achète avec des ethers véridiques. Enfin, non, des éthers du testnet, du coup. J'attends un petit peu pour l'effet dramatique. Que la transaction soit validée par les mineurs. Le smiley doit rester. Voilà. Oh mon dieu. Dès que ça a commencé à marcher, là on s'est dit c'est bon, on a la grille d'affichage,
on a le smart contract qui fonctionne, quelques jours de plus et ça devrait être bon. Mais le lendemain matin, Guillaume m'a réveillé. On avait un problème. Alors, monsieur T, il est 9h. Il est 9h. Ouais. Ça va. Oh mon dieu. J'ai le temps de dormir assez, c'est une torture cette vie. Ça râle à fond. Donc on vient de se rendre compte que tout le site rame si la grille est grosse. Comment ils font des trucs similaires? Faudrait regarder les trucs similaires, non? Des grilles super longues à scroller, je connais pas à part Excel. Le truc, c'est que quand le projet aura du succès, il faut que la grille puisse supporter d'avoir des milliers de rangs. Et nous, on n'avait que testé avec une grille de la taille de l'écran. Et c'est là qu'on a eu une idée. Découper la grille en sections et ne charger que les sections qu'on est en train de regarder. On va faire un truc incroyable. Là, on peut faire en sorte que seulement ces deux sections-là soient affichées, donc c'est cool. Mais si un jour le mec décide de monter, maintenant, il faut arrêter de render celle-là. Par contre, il faut render celle-là. Je vais mettre des plus. À chaque fois, on va les bouger comme ça. On va en avoir juste deux qui sont chargés. Et ça va faire comme un ascenseur. Franchement, c'est pas mal. Mais visiblement, c'était pas mieux. Putain, ça fait un bout de temps, ça vient de charger, et regarde ce que ça fait. Oh bon, là, j'en parlais hier. Retour à la case départ. Why does the sun go on shining? Ok, du coup on a ici l'axe Z, ça c'est l'axe X ici avec ce moteur, comme ça, et ici on a l'air d'avoir l'extrudeur, l'axe Y ici, qui est le plateau qui bouge. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. Alors on est réveillé d'un coup. T'es vraiment un enculé. Arrête ça. Non, j'ai dit debout. Oh putain, on nous emmerde. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le logo moche. Le logo moche que je milite pour changer. Maintenant il est gravé dans le plastique. Par contre je te le dis, cette imprimante, elle va travailler 24 heures sur 24. On va faire charbonner. Charbonné comme chinois. Normalement, votre Canva fait la taille de votre fenêtre, donc c'est-à-dire pas plus de 1920 par 1080. Ok. Tu navigues dedans, en fait, comme une map, en fait. C'est comme un jeu, tu vois ce que je veux dire. Franchement, ça va prendre des semaines. Non, je crois pas. Tu vas mettre 1000 ans. Non, franchement, je vais le faire rapidement, genre. Quand Paul-Louis dit une semaine, j'y crois pas du tout. La nouvelle idée, elle était un peu plus compliquée, mais beaucoup plus prometteuse. En fait, on allait charger toute la grille en arrière-plan, mais sur la page, on allait détecter la taille de l'écran et afficher juste une grille qui fait pile la taille de l'écran. L'avantage, c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas de problème de lag, parce qu'en vérité, la page web, elle est assez petite, mais du coup, ça veut dire que c'est comme si on créait une sorte de page web à l'intérieur de la page web. Par exemple, il va falloir qu'on désactive le scroll normal du navigateur et qu'on crée une sorte de système de scroll virtuel à l'intérieur de notre grille. Donc je comprends pas. Peut-être que c'est le centre de chaque truc, mais en fait ça correspond pas à des centres quand on regarde un petit peu et qu'on s'imagine ce que c'est, genre. Oh putain, si c'est ça le centre de chaque truc. Putain, je me demande si on n'est pas en train de se foutre. Franchement, c'est le plus probable. Absolute is not defined, mais qu'est-ce que tu crois? Ah merde, c'est que des strings ça? Fais chier. Le truc, c'est que tout ça, ça allait probablement prendre beaucoup de temps. Ok, on va refaire ça. Et bon, me connaissant, c'est vrai que je suis souvent assez à cheval sur les deadlines. Et dans 3 semaines, on va être samedi, il va être 19h, et tu vas péter un câble. Et tu pèteras un câble, mais à raison, quoi, parce que ça fera 3 semaines qu'on sera en train de coder un moteur graphique. En plus, on venait de refaire les estimations de temps. Et là, j'ai rajouté 50%. Donc en tout, ça fait 27 jours. Comment on va faire, Guillaume? Ah, et j'ai aussi compté qu'on mettait 2 jours à adapter le site sur portable. Ça va pas prendre 2 jours. Ouais. Je sais ce qu'on va faire. C'est ça notre espoir, Guillaume. C'est pas un meilleur business model? C'est un très bon business model. T'es sûr qu'on devrait pas switcher sur ça? On dirait qu'on n'est pas sorti d'auberge et que tu vas péter un câble encore 2 ou 3 fois. Ensuite, il fallait qu'on détermine comment la grille grandit quand quelqu'un fait un dessin. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des blocs qui se libèrent toutes les semaines? Est-ce qu'on veut que ce soit chaque personne a le droit de dessiner un tout petit peu plus bas que l'autre, genre un pixel plus bas? En vrai, le truc des semaines, j'ai l'impression que c'est bien quand même. Ah, quoique en vrai. Moi, j'aimerais bien que ça puisse exploser si ça explose. Ouais, c'est vrai.
Et finalement, on a trouvé une formule plutôt simple, Donc genre ouais, là c'est pas du tout clair au tableau, mais en vrai c'est clair. Déjà, ce qui est pas clair, c'est ton écriture. qui fait que à chaque fois que quelqu'un dessine, ça compte le nombre de pixels qu'il y a dans son dessin, et ça ajoute un peu plus que ce nombre de pixels en bas en moyenne. Comme ça, s'il finit par rester des trous en haut, et ben ça oblige pas tout le monde à combler les trous, et il reste toujours un peu de place en bas pour dessiner. En gros, à chaque fois que tu envoies une transaction on-chain, ça vérifie que x plus h, le point le plus bas de l'image, Écrit bien. inférieur ou égal à pixel tot, c'est-à-dire le nombre total de pixels en fait, divisé par nous, le facteur qu'on veut de remplissage. Et du coup, en fait, le truc vont se débloquer. Vous allez vraiment écrire votre code à la main. En fait, à 21h, on éteint les écrans. Oh non. Nous, on n'a pas fini. Nous, tu crois qu'on est le genre de personne où on dit ok, c'est 21h, on s'arrête? Mais moi je pensais que c'était une blague que vous me faisiez, mais non, vous allez littéralement être des gros nerds à écrire à la lumière de la bougie vos trucs à la plume. Vous êtes en train de me mytho. Parce que vous pouvez pas check s'il y a des bugs ou pas. Vous pouvez pas. Non mais attendez. C'est quand même ce qu'on peut faire de mieux. Imagine que le truc est bien conceptualisé, parce qu'on break through en lisant ça. Après, ça peut juste être des problèmes de syntaxe, mais ça peut se résoudre vite, tu Ok vois. ouais. Putain mais ça y est, en 2 mois vous parlez chinois quoi. Après pas mal de travail, l'expérience utilisateur commençait à être mieux, même s'il restait quand même quelques fonctions à ajouter. Moi je dirais que le seul truc c'est vraiment le CTRL Z quoi. CTRL Z, ouais. Franchement, si t'as un CTRL Z après tout est assez fluide quoi, t'es genre. Sauf que du côté de l'univers graphique, on n'avait toujours pas une idée précise de ce qu'on voulait. En fait, on savait qu'on voulait aller dans la direction de l'épure, du pixel art, de la simplicité, mais qu'on arrive et qu'il y ait juste une grille de pixels, c'était un peu simple, il n'y avait pas vraiment de vision. Et c'est là qu'on a eu une idée. C'est pas mal. Il y a une surprise? Ouais. Non. Il y a une surprise pour moi là. Non. Ouais. Je reconnais. Donc on a pensé à un truc pour Eternal. Ouvre tes chakras. Je te laisse quelques secondes pour les J'ai ouvrir. un peu peur là. Imagine, t'arrives tout en bas et c'est un truc comme ça. Ouais. Et dessus, t'as une grille de pixels où les gens peuvent dessiner et tout. Au fur et à mesure que les gens écrivent, tu sais, le truc se débloque et donc ça monte. Ouais, non, ça c'est. En ouais, gros, ouais. c'est juste l'univers visuel. Ok, bah franchement, j'aime bien. Mais pour moi, une ambiance comme ça, c'est vraiment une bonne idée. Hein. Le côté rétro, c'est un truc qui plaît beaucoup dans le Web3 en vrai. Ce que j'aime bien avec le monolithe, c'est que ça représente de manière très visuelle le fait de graver quelque chose et d'être sur une sorte de monument sur lequel plein de gens vont pouvoir s'exprimer, mais qui a quand même une valeur intrinsèque. Est-ce que vous pensez qu'il faut un lore? Genre des extraterrestres ont laissé un monolithe, depuis les gens viennent écrire leur message. En fait, il faut que le lore, on n'a pas besoin de l'expliquer. Ouais. Il faut qu'il se comprenne par l'image, tu vois. C'est n'importe quoi de se lever à 7h, c'est vraiment une sorte d'arnaque. Je pense qu'on va instaurer le pistolet à eau. Et on le pose dans l'entrée pour qu'il soit également réparti. Maintenant, le prochain challenge, c'était la compression des images. En fait, la première fois qu'on a déployé le contrat, c'était pas sur la vraie blockchain Ethereum, c'était sur un testnet. Et du coup, envoyer des dessins, c'était gratuit. Mais quand on a commencé à calculer combien ça coûterait avec du vrai argent, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. 100 € le gaz. Ouais, c'est-à-dire que c'est rapidement beaucoup plus cher. Ah mais c'est full on-chain là. Là c'est en PNG on-chain. C'est pas cher si. Nicolas, ça le choquait pas trop parce que dans le Web3, les gens sont habitués à payer des frais de transaction assez hauts. Mais nous, on voulait absolument que ça puisse être accessible pour des gens qui vont pas forcément utiliser des applications décentralisées tous les jours. Tu connais le Web 3, en fait c'est comme le Web 2. Mais en plus cher. Mais c'est exactement ça. Et c'est là que Nicolas et Guillaume, ils ont commencé à devenir fous. Tous les jours, ils avaient une nouvelle idée pour compresser les images encore plus petites. Donc là, on voit le dessin dans le Voilà. code. Donc ça, en fait, c'est l'arrêt buffer de ce dessin-là. Et j'avoue que là, ils ont un peu commencé à me perdre. Ah et c'est pour ça que ça pèsera moins, c'est qu'on pourra mettre des Uint 4, Oui, Uint... c'est ce que je te dis. Là, une couleur, elle est... Elle est c'est encodée un sur octet. 16 bits. Et là, elle est encodée sur 32 bits. 32 bits. Ouais. Ça veut dire 8 octets. C'est pour ça qu'on a des Uint 8. Non, c'est-à-dire 4 octets. Ouah, 4 octets. Ouais, mais du coup, là, on va l'encoder sur 4 bits. Genre même pas un octet. Un demi-octet. Ouais. Je suis choqué. On dirait que Non, c'est si horrible. on réussit à faire ça, on a une décharge de dopamine comme Jaja. Ouais, c'est vrai. Au bout de quelques jours, c'était déjà un peu mieux, mais on arrivait toujours sur des 20 € juste en frais de transaction pour des dessins qui n'étaient pas très grands. On a plein de problèmes. Tout le temps, il y a des problèmes. Oh, on en a marre des problèmes. Imaginez à la fin, la valeur du truc, c'est qu'on a inventé un nouveau format d'image. Mais tu sais que tous les meilleurs projets commencent par des trucs comme ça, non? Puis ils ont poussé à fond une de leurs idées. Comme on a limité la palette à seulement 16 couleurs, on n'a pas besoin de les encoder sur beaucoup de bits comme les couleurs classiques. On peut juste en utiliser 4, parce que 4 bits, ça fait 16 possibilités. Et ensuite, comme sur la blockchain, on stocke les images dans des entiers de 8 bits, et à chaque fois, on va mettre 2 couleurs sur un entier. Et du coup, si tu veux 7 et 4 sur ces bits-là, il faut décaler le putain de 7 là
pour ensuite mettre le 4. Et le 4 qui est égal à genre ça. Et là, ici, on a notre nouvelle chaîne de caractères qui contient les données de cette image, là, dans ces trucs chinois là. Donc t'as vu comment c'est compressé? Ça fait des petits ting. Et au final, ils ont réussi à faire baisser le coût de transaction à quelques euros max, même pour des dessins assez grands. 5,72$ au prix actuel de l'Ether et du gaz. 100% on-chain sauvegardé dans les blocs. Pendant qu'ils élaboraient leur compression, moi j'avais de nouveau des problèmes d'affichage. En fait, en faisant des tests, on s'était rendu compte que ce qui rendait le mieux, c'était de faire de la parallaxe. C'est-à-dire d'avoir plusieurs plans qui bougent à des vitesses différentes pour donner une impression de profondeur. Donc quand on avait codé le système d'affichage, on avait fait une fonction, l'assembleur, qui regarde pour chaque pixel quel plan est au-dessus des autres et qui affiche la couleur donnée par ce plan. Non, ça marche. Non, ça marche. Non. Ça marchait très bien, donc on pensait avoir résolu tous les problèmes de performance, mais on avait fait 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'on n'avait pas encore testé sur portable, et la seconde, c'est qu'on savait pas encore qu'on allait vouloir agrandir la largeur pour avoir plus d'espace sur le monolithe, et que du coup, on allait devoir afficher beaucoup plus de pixels en même temps. Il a divisé les performances par au moins 100, comme ça à la louche. Moi, il m'avait promis que ça laguerait plus jamais. Je reviens, ça lag 100 fois plus. Bon, je commence à me poser des questions. En fait, j'avais déjà refait tout le système d'affichage une fois, et là, je me rendais compte que j'allais devoir le refaire différemment une deuxième fois. Et du coup, je crois qu'à force de rester enfermé à faire ça, je commençais un peu à dérailler. Et ouais, mon gars. Et ouais, je suis ce genre de mec, moi. On bat les couilles. Du coup, j'ai repris mes recherches et assez rapidement, je suis tombé sur un post qui m'a sauvé. En fait, c'est un post des ingénieurs qui ont conçu The Place de Reddit. C'est cette fameuse expérience sociale qu'ils ont fait 2 fois. À chaque fois, elle dure un jour ou quelques jours et tout le monde peut placer un pixel tous les quelques minutes. C'est assez différent de ce que nous on fait en soi parce que eux, c'est gratuit, c'est pas sur la blockchain et n'importe qui peut écrire sur ce que quelqu'un d'autre a écrit. Mais au final, au niveau de l'affichage, ils avaient eu les mêmes problèmes que nous. Comment afficher une grille avec beaucoup de pixels? Dans leur post, ils expliquaient qu'ils avaient un peu galéré, mais qu'au final, ils avaient trouvé des fonctions qui permettaient exactement de faire ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de notre erreur. En fait, on avait trop essayé de recréer un système d'affichage de zéro par nous-mêmes, alors qu'en fait il existait déjà des fonctions qui certes étaient rarement utilisées, mais qui étaient déjà très optimisées dans les navigateurs. Et du coup quand j'ai refait tout le système d'affichage pour la seconde fois, là c'était fluide comme jamais. Ok, donc t'es en train de me dire que là il y a 0 lag. Genre tu peux monter à 5000, donc c'est scalable à l'infini. On peut faire 10 millions. En théorie, oui. On peut faire 1 milliard. C'est incroyable, on a créé un truc scalable à l'infini. Franchement, on a réussi du coup. Maintenant que l'affichage était bon, il fallait s'assurer que l'expérience utilisateur serait fluide. En fait, on savait qu'une bonne partie du produit, c'était vraiment l'aspect artistique, l'univers et la satisfaction qu'on aurait à graver quelque chose. Donc il fallait qu'on arrive à faire ressentir ça à fond. Tu vois, en termes du X, il faut donner des micros agressions de dopamine. Ah, en fait, il faut être dopaminergique à fond. Ouais. Donc le bruit, pour moi, c'est important pour la dopamine. Il faut que ce soit satisfaisant. C'est puissant. C'est vraiment marrant. Et après ça, la meilleure manière de rendre l'univers vivant, c'est les animations. C'est exactement ça qu'on voulait. C'était cette sensation de frétillement désagréable d'un écran qui bug. Mais pour ça, on allait devoir faire un décor qui en plus grandit avec le monolithe. Et nous, on n'est pas très doués pour tout ce qui est dessin, graphisme. Enfin, en tout cas, moi, je le suis pas du tout. Du coup, on a appelé Calypso à la rescousse. Je sais pas si on a eu un premier design avant celui-là en fait. Je crois pas, hein. On l'a dessiné directement dessus. On l'a pas intégré en faisant des trucs de code ou quoi, on l'a juste directement dessiné. Ensuite, on a dit à Kali, en fait, il faudrait que ce soit beaucoup plus dézoomé pour que ce soit beaucoup plus grandiose. Et du coup, c'était trop dézoomé. Les arbres étaient tout petits. Ensuite, on a fait faire à Kali un design façon un peu intense. Toi, t'aimais pas celui-là. Je trouvais qu'on allait trop loin dans le Alice au Pays des Merveilles un peu. Ensuite, je sais même plus ce qu'on lui a demandé, mais on est arrivé à ça qui était vraiment pas mal. Et sur quoi, finalement, on est quasiment resté. La même chose avec moins d'arbres au milieu. Et donc ça, en fait, c'est le design sur lequel on est resté. Donc de temps en temps, il y a du vent qui passe, les arbres qui bougent, les nuages qui bougent. C'était plus galère que ce que je pensais. Donc ils bougent tous à des vitesses différentes. Il y a l'intro du coup avec les animes, mais je peux le raconter tu vois, mais c'est nul. Donc t'as un martien qui arrive et qui percute la lune. Et là il se dit merde, j'ai ken la lune, fait chier. Et du coup il va sur la lune parce qu'il y a aussi ken son vaisseau, donc il peut pas remettre la lune avec son vaisseau. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme vous et moi on ferait, il va tracer une rune au sol, ça va faire sortir un monolithe. Et grâce à ce monolithe, il va replacer la lune en haut. Mais pour ça, il a besoin d'aide. Pour remonter, il faut faire des dessins. Et faut l'aider le petit bonhomme. Il va pas remonter tout seul. Il a besoin de toi.
La musique, finalement, c'était pas galère. J'ai repris Skeeter Davis. Donc, j'ai repris une chanson des années 60 que j'ai juste mis en mode 8 bits. Et ça m'a pris quelque chose comme 6 heures, je dirais. C'était pas trop galère. En fait, on savait que plus on mettrait d'explications, plus le monolithe serait clair et accessible. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on arrive que c'est décentralisé et qu'il y a une liberté d'expression absolue. Mais d'un autre côté, si on arrivait et que tout de suite la page d'accueil c'est des explications, bah ça casse un peu de la magie. Ça casse cette sensation de on arrive sur une sorte de monument où chaque détail a été travaillé et tout de suite on voit les dessins de tout le monde. Chaque élément de l'UI, ça va donner un cadre graphique et ça va influer ce que les gens auront envie de faire, même s'ils auront juste envie d'aller sur le site. Et je pense que si on met une palette graphique donc définie, peut-être qu'il ne faut pas qu'on ait une grosse surcouche de à quoi doit ressembler le truc et qu'on laisse les gens libres, parce qu'ils ont déjà une restriction. Et donc du coup on doit un peu s'effacer en termes d'UI. Mais du coup s'effacer ça veut pas dire faire un truc neutre, mais par exemple rester dans le pixel art mais rien, aucune direction. Alors voilà l'interface sur laquelle on s'est arrêté. Tout en bas, on a uniquement la palette de couleurs avec deux sélecteurs qui correspondent au clic droit et au clic gauche. Et à gauche, on a un bouton qui permet de changer la taille du pinceau. Et à droite, il y a le bouton valider qui permet d'envoyer la transaction. Et au niveau du zoom, c'était un peu plus compliqué parce qu'on voulait pas avoir de bouton qui permettent de zoomer. Et donc ça se passe soit avec contrôle molette ou soit avec des raccourcis clavier. Et ces raccourcis, il y en a quelques autres. Et pour qu'ils soient bien explicites, on a mis un petit panneau qui attire l'attention au tout début et qui affiche les raccourcis quand on passe la souris dessus. Ensuite, on a fait en sorte d'intégrer tous les liens comme la FAQ et les réseaux sociaux directement dans le décor. Donc au final, c'est une interface assez minimaliste, mais on fait le pari que cette simplicité, elle aidera à être immergé dans l'expérience. Regarde ça. En fait, toute l'interface commençait à être bonne, on commençait à s'amuser à faire des animations dans tous les sens. Ouais, bah regarde ça. Mais on n'avait pas encore adapté le site sur portable. Accrochez-vous à vos manettes. Regardez ça. Ah mon gars, t'es pas au point là. Je suis sûr que ça marche super bien. En bas. Ça frise. Non, mais c'est pas que ça frise, c'est juste... Ah ouais, et là ça jump direct. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont sur portable et donc on voulait absolument que ce soit aussi fluide d'utilisation que sur ordi. Et du coup, ce qui a été assez compliqué, ça a été de recoder tout le système de contrôle. Parce qu'en fait, les inputs de l'utilisateur sur portable, ils fonctionnent pas du tout comme les clics sur ordi. Et du coup, on a utilisé une librairie pour pouvoir les interpréter et on a ajusté tous les contrôles. Pendant longtemps, on n'a pas trouvé de solution pour faire en sorte qu'on puisse à la fois utiliser le doigt pour se déplacer au sein du monolithe et à la fois dessiner. Et du coup, au final, la solution qu'on a trouvée, elle n'est pas parfaite, mais c'est d'avoir un bouton qui permet de choisir entre se déplacer et dessiner. C'est assez dommage parce que ça rajoute un bouton, mais en fait, en regardant partout, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment une meilleure manière de faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a très peu d'applis qui permettent à la fois de se déplacer sur un plan et de dessiner dessus. Après ça, il y avait un débat qu'on n'avait pas clos, le prix. Franchement, vous mettez 1 € par pixel. C'est beaucoup trop cher. Ah ouais? Et moi je dirais 1 centime au moins. Mais non, ça vaut plus rien, sinon ça vaut plus rien. En vrai, 30 centimes, c'est ok. Non, 30 centimes, moi je trouve ça vraiment cher. J'ai l'impression de vendre ma grand-mère aux Allemands. Qu'est-ce que tu racontes? Après, ce genre de projet, genre le pixel, ça a vraiment la valeur que tu lui donnes, tu vois. En fait, le problème du prix dans Monolith, c'est que si le prix est trop élevé, il n'y a pas assez de personnes qui peuvent écrire, c'est trop réservé à une élite, donc c'est pas cette espèce de mémoire d'internet auquel tout le monde peut se joindre. Et si le prix est trop faible, les personnes n'ont pas intérêt à faire uniquement des choses qui valent le coup, et donc l'emplacement a moins de valeur parce que c'est un peu un brouillon. C'est vraiment compliqué de le fixer, quoi. Moi, dans ma vision d'Eternal, de Monolith, c'est vraiment une sorte de mémoire d'internet. Ce monolithe qui reste, et si tu remontes en arrière, t'as ce que les gens dessinaient il y a 1 an, et peut-être que dans 1 an, si les gens remontent à maintenant, ils verront des stands for Ukraine ou un truc que les gens disent et expriment en ce moment. Et donc il y a vraiment cette temporalité, et la valeur, c'est vraiment de s'inscrire dans cette temporalité. Dans cette optique-là, en vrai, je crois qu'il faudrait un prix vraiment démocratique. Mais le problème de ça, du coup, c'est que s'il y a plein de gens qui écrivent, bah la frise, elle passe trop vite. Ouais, mais d'un autre côté, si tu veux créer de la temporalité et de l'inconscient d'Internet, je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Et au final, on a décidé de mettre le prix dans la fourchette basse de ce qu'on imaginait pour que ce soit assez démocratique. Et puis, une des dernières choses qu'on devait gérer, c'est la sécurité. En fait, quand une image est envoyée, le site, il envoie aussi le nombre de pixels qu'il y a sur cette image. Comme ça, le contrat, il peut voir s'il y a assez d'éther dans la transaction pour qu'elle soit valide. Le truc, c'est que le contrat, il peut pas regarder en vrai dans l'image combien il y a de pixels. Du coup, l'astuce qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, c'est le site web qui va afficher que le nombre de pixels qui est marqué dans le contrat. Ce qui fait que si quelqu'un décide d'envoyer une énorme image en disant « Ah non, mais il y a qu'un seul pixel sur l'image », et du coup, en payant très peu, bah, sa transaction, elle va être validée. Mais ensuite, le site web, il va dire « D'accord,
Un seul pixel, pas de problème, bah j'affiche que le premier pixel de ton image. Quand on a fait tester la bêta à nos amis, on a eu pas mal de retours. Au final, ils se faisaient rapidement au contrôle. En fait, personne n'a compris que c'était un extraterrestre qui se crachait dans la Lune, qu'ensuite la Lune tombait et que c'est lui qui faisait monter le monolithe pour la remettre dans le ciel. Mais au final, je sais pas si c'est très grave parce que tout le monde a trouvé que ça mettait une bonne ambiance. Et comme chacun avait un peu son interprétation différente de ce qui se passait, bah au final, ça contribuait quand même à l'univers. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? En fait, à la base, on avait vraiment fait un effort pour concevoir l'architecture de manière précise, par exemple en faisant des diagrammes et en précisant quelle partie du code communique avec quelle autre. Et malgré ça, on s'est quand même retrouvé au fil du temps à rajouter plein d'exceptions. Ces exceptions, elles finissaient par interagir les unes avec les autres pour faire des bugs, et donc il y a eu pas mal de code inutile, et pas mal de fois on a dû réorganiser tout le projet. Et ça, je sais que quand on aura plus d'expérience, on pourra le faire de manière beaucoup plus rapide, parce qu'au final, quand un projet est bien conçu, il est très rapide à coder. Et on s'en est rendu compte parce que quand on a bien fait l'effort de concevoir à l'avance certaines parties du code, elles étaient très rapides à faire. Et c'est en faisant ça que je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était que la programmation. En fait, la programmation, c'est vraiment pas écrire le code en soi, ça c'est vraiment la dernière étape. La programmation, c'est penser aux structures de données, penser à l'architecture, trouver la meilleure manière de formuler une solution à un problème. Et une fois que tout ce travail inconscient il a été fait, une fois qu'on a eu toutes les idées et qu'elles sont mises sur le papier, la plupart du temps, tous les problèmes de syntaxe, ils sont rapides. Et ça, on va bien le garder en mémoire quand on va s'attaquer à des projets encore plus ambitieux. Et au final, comme toujours dans ce genre de projet, ce qui est vraiment le plus fun, c'est la progression, l'aventure. Comme les soirs où on se couchait à 4h du mat parce qu'on imaginait des produits financiers on-chain qu'on pourrait créer. Ça veut dire qu'il faut collatéraliser les LP tokens pour emprunter l'argent qui va sur les contrats. C'est possible ça ou pas? Et ensuite avec ça, c'est ton collatéral de ton short. Non putain, je sais ce qu'il faut faire. Il faut qu'on prenne les futurs gains de yield, qu'on les collatéralise pour payer les strikes qui permettent de compenser. Non, c'est pas des gènes, c'est juste des produits dérivés sur la blockchain. Ou alors juste la fois où j'ai réveillé Nicolas avec un serpent. Attends, par contre, je crois qu'il y a un truc bizarre dans ton lit. Arrête! Mais t'es un enculé! T'es un malade, toi! Arrête ça, t'es un malade, toi! Pour finir, quelques petites choses. Déjà, si vous avez des amis qui connaissent le Web3 ou qui s'intéressent à la blockchain, n'hésitez pas à leur partager le projet. Le lien du monolithe est dans la description. Ensuite, si vous travaillez ou vous développez des choses dans le domaine, envoyez-moi un message et venez nous voir à la War Room. Rencontrons-nous de nouveau samedi prochain au Jardin des Tuileries. Cette fois, on parle encore de programmation, mais ce sera beaucoup plus orienté Web3 et finances décentralisées. Et dernière chose, on a fait un nouveau podcast avec Nicolas pour parler de son passé de hacker et de blockchain. Comme d'habitude, le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!